Bonjour et bienvenue à votre émission d'actualité matapédienne Bien branchée. Depuis le dernier Bien branché, il y a eu deux grands changements. D'abord, mon look. Et oui, j'ai fait partie des 9 personnes qui ont participé à Tête à prix cette année. Évidemment, c'était pour inciter notre entourage à donner pour l'Association du cancer de l'Est du Québec. Ce fut une fois de plus une expérience forte en émotions. Notre tête d'affiche de 11 ans a fait bonne figure et chapeau à ses parents pour toute leur implication. Les 3 photographes de Photodon ont également remis un chèque de 840 $. En tout, c'est 14 253 $ et 75 qui a été remis à l'Association du cancer de l'Est du Québec, qui ne prend que 6 % de l'ensemble des dons pour son administration. Pour avoir plus d'informations ou encore faire un don, vous pouvez aller au www.acq.org. Le deuxième grand changement qu'il y a eu, c'est évidemment notre changement de député fédéral. C'est finalement le candidat libéral Rémi Massé qui l'a emporté dans la circonscription Avignon-la-Métis-Matane-Matapédia. Il habite à Matane et est le père de 4 enfants. Jusque-là, il était directeur général du cégep de Matane. Dans le passé, il a aussi travaillé au sein de la fonction publique, notamment à Justice Canada et à Travaux publics Canada. Nous aurons certainement l'occasion de le rencontrer sous peu pour plus d'informations. Pour cette élection, c'est 59,81 % des électeurs qui ont exercé leur droit de vote dans la circonscription. Maintenant, au menu cette semaine, toujours en politique, nous analysons le pacte fiscal avec Chantal Lavoie. Nous poursuivons avec Marlène Villeneuve qui vous invite à une journée carrière. Nous rencontrons Jessica Rivard qui fait appel aux jeunes entrepreneurs et travailleurs d'ici. Nous rencontrons d'autres entrepreneurs qui ne l'ont pas facile avec la tordeuse d'épinette. Et nous terminons sur une note plus joyeuse à la Maison des familles. Mais d'abord, Jessie Proulx vous invite à une soirée pour voyager au Mexique tout à fait gratuitement le 4 novembre prochain à la Captive à 19h30. Alors Jessie, nous sommes maintenant au deuxième Petits Explorateurs. Est-ce que tu peux m'en parler un peu? En fait, pour la deuxième série de de cette saison-ci, ça va être Madame Marie-Ève Saint-Laurent qui va venir nous parler du Mexique. Elle a habité un bout de temps au Mexique, donc ça va être intéressant là, de découvrir en fait la culture un peu mexicaine. Puis elle a habité dans des villages ruraux, donc ceci, ça va être intéressant là, de découvrir la réalité. Elle a réussi à s'intégrer vraiment avec des contacts. Oui, effectivement, elle a travaillé aussi, donc ça va vraiment nous permettre là, de voir vraiment la vie là, au Mexique. Puis elle a été là près de 15 mois, donc ça risque d'être très intéressant. Revenons maintenant chez nous pour parler de notre économie totalement différente de celle du Mexique, plus précisément du pacte fiscal avec Chantal Lavoie. Chantal, maintenant, on va parler du pacte fiscal que vous avez reçu dernièrement. Ben oui, avec le gouvernement du Québec. Une entente, on parle de 4 ans, donc 2016-2019. C'est pour faire suite justement au pacte transitoire là, où on a eu la fameuse coupe de 300 millions. Ce pacte-là, il comporte plusieurs éléments. Il y a plein d'aspects financiers, entre autres, sur les 4 années. Oui, on parle de redevances sur les richesses naturelles, on parle de voirie locale, le Fonds de développement des territoires, là, ce qui remplace le CLD, les agents ruraux, le pacte rural et l'aide au MRC. Donc, ça, c'est le Fonds de développement des territoires. Les enlieux de taxes aussi pour les municipalités, l'ajustement, tout ça. Donc, il y a toute cette partie budgétaire-là. Mais il y a aussi d'autres ententes, puis là, je me réfère un peu à mes feuilles parce que je ne peux pas me souvenir de tout ça. Il y a un cran d'arrêt qu'on appelle, donc c'est que le gouvernement s'est engagé dans cette entente-là à consulter les municipalités ou en tout cas les représentants qui sont l'UMQ, la FQM. Pour la Ville de Québec et Montréal, c'est les maires qui sont là. Donc, avant d'adopter des mesures qui pourraient avoir un impact sur les communautés, sur les municipalités, donc de les consulter avant de prendre des décisions. Ça, je pense que c'était quelque chose qu'on a revendiqué. C'est surprenant, mais... En tout cas, comment ça se fera? Là, moi, je vous dis ce que contient le pacte. On verra comment ça sera fait par la suite. Là. C'est sûr que nos organismes
organisations, puis nous, on est membre de la FQM. On a aussi des municipalités sur le territoire, là, c'est plus les villes qui sont membres de l'UMQ. Je vais dire les acronymes parce que c'est pas facile. Ouais. La FQM, c'est la Fédération québécoise des municipalités qui regroupe principalement les MRC et les villes de plus petite grosseur. Et l'UMQ, qui est l'Union municipale du Québec, elle regroupe des plus grandes villes. Il y a aussi des MRC, donc des plus petites aussi peuvent être là, mais ils représentent principalement les plus grandes villes au Québec. Donc, ces deux organismes-là veillent à tout ça aussi. Donc, je reviens au contenu du pacte fiscal. On parle aussi de la reddition de comptes. On a entendu parler qu'il y avait une commission sur la révision de la reddition de comptes. Dans le fond, c'est qu'à chaque fois qu'on a une scène ou à chaque fois qu'il y a une entente avec le gouvernement, il y a des sommes importantes à débourser pour faire de la reddition de comptes, notamment pour des vérifications comptables ou des fois 2-3 places différentes pour une même organisation, vérifier, pas vérifier, tout ça. Donc, puis des dossiers, de la paperasse, beaucoup à compléter. Fait que, évidemment, sans dire qu'on reconnaît pas qu'on a des comptes à rendre, c'est pas du tout le cas, mais on parle d'alléger parce que des fois, il y a des vases communicants, puis il faudrait peut-être juste qu'ils se parlent, puis ça se rendrait. Donc, on appelle le rapport Perrault, hein, c'est M. Perrault qui présidait cette commission-là. Donc, il a remis son rapport, la commission a remis son rapport là, sous peu. Donc, on attend les résultats, mais le gouvernement s'est engagé à mettre en place les recommandations de ce rapport-là. Donc, moins de frais là, qui seraient engagés, justement. Mais on a hâte de voir qu'est-ce qu'il y a là-dedans. On ne le sait pas non plus. La gouvernance de proximité. Vous vous rappelez, on a déjà parlé un peu du livre bleu ou ce que la FQM a déposé au gouvernement concernant justement cette gouvernance de proximité-là en disant qu'il y a certaines compétences qui devraient relever des milieux les plus proches du citoyen, les MRC, les municipalités, au lieu du gouvernement du Québec. Donc, le gouvernement s'est engagé, dans le cadre du pacte fiscal, à adopter une loi cadre sur la gouvernance de proximité d'ici l'automne 2016. Donc, on verra aussi. Donc, bon, il y a plusieurs éléments, là. Je vous dirais que j'ai un gros document ici, mais en bout de ligne, je vous dirais qu'on a eu la semaine dernière, fin septembre, on a eu le congrès de la FQM où j'ai assisté. On nous a expliqué en plus grand détail ce que je vous parle là. On parle, vous avez sûrement vu aussi dans l'actualité, je vois dans mon document, la révision du cadre de relations de travail. On sait que présentement, les syndicats sont très, très fâchés de cette clause-là qui dit un peu, dans le fond, c'est que le gouvernement pourrait reconnaître pour des plus grandes villes le pouvoir je ne sais plus comment on appelle ça, là, ce qui n'est pas le cas beaucoup ici, là, mais ici, on réussit normalement à négocier avec les employés, mais de décréter des négociations. Au lieu de négocier avec les employés des villes, la municipalité pourrait décréter des conditions pour poursuivre le travail au lieu appliquer comme une loi. Oui, au lieu de passer par l'arbitrage ou par la loi, ce qui se faisait auparavant avec le gouvernement, c'est que ça serait la municipalité aurait le pouvoir de décréter elle-même. Évidemment, là, dans certaines conditions qu'on ne connaît pas, mais il parle que le gouvernement s'engage à présenter des modifications législatives au printemps, session du printemps 2016. Donc, ça, c'est une autre chose qui est là-dedans. Je vais laisser tomber ça un peu, là, mais je pense que les modalités, c'est un peu tout ça. Vous voyez qu'il y a encore beaucoup de choses aussi à voir comment tout ça va découler dans le concret et tout. Mais je reviens au congrès, je me suis promenée un peu, là, je reviens au congrès de la FQM où on nous a présenté ce pacte-là, où les municipalités, les gens qui étaient présents, mais les municipalités membres aussi, présents ou non, devaient voter sur l'adhésion ou non pour adopter, signer, dans le fond, ce pacte fiscal-là. On se rappellera dans les médias que l'UMQ avait voté à 80 l'acceptation de ce pacte fiscal-là. À la FQM, on parle de 75 OK. Donc, évidemment, je pense que tout le monde a été déçu. Le 300 millions, il ne revient pas. Non, c'est ça. Ça, c'est clair. Par contre, avec ce qui est présenté, il y a des sous qui reviennent en bout de ligne dans les 4 prochaines années. C'est sûr que, c'est pas
c'est pas l'idéal, c'est pas ce que les gens auraient souhaité, mais en même temps, il y a une proposition là, je pense, qui a fait, je vais l'appeler comme ça, je dis toujours, c'était comme un compromis acceptable. Ouais. Ben, c'est On un peu s'attendait ça. à plus. Puis mais... nous autres, je pense que les gens, beaucoup là-bas, étaient en mode de dire, ben, je dirais que c'est encore un peu le flou de certaines propositions qu'il y a là qui mettaient les gens un peu en interrogation. Ça va être quoi, là, la reddition de comptes? Ça va être quoi, là, le cran d'arrêt? Là? Comment ils vont utiliser ça? La gouvernance de proximité, tout ça. Par contre, les gens ont dit, ben si le gouvernement s'engage à, ben après, ça nous fait un poids pour négocier ou pour faire défendre des intérêts ou des choses. C'est pour ça que ça a été accepté, finalement. Bien, au bout du compte aussi, après les 4 années, il y a quand même une récupération intéressante des fonds là, sur le 300 millions. C'est sûr que financièrement, il fallait qu'il y ait quelque chose qui revienne aussi parce que c'est pas facile. Je pense que l'acceptation qu'il y a eu, c'est une acceptation d'un compromis acceptable. Donc, mais je pense que tout le monde est un peu sur la veille pour vérifier qu'est-ce qui va se passer. Le but, c'était aussi de ne pas perdre plus. Les gens avaient peur que s'il y avait une imposition d'un pacte fiscal, comme le pacte transitoire qu'il y a eu, en quelque part, on dit qu'il a été signé là, auprès du gouvernement, il a été signé par les différents partenaires, donc on dit que c'était pas, ça n'a pas été obligé, mais par contre, on se souviendra que ça a été fait en se disant, ben si vous ne signez pas, ça va être ça pareil. Il n'y a eu aucune négociation, là, mais donc ça a été un peu pour la forme que ça avait été signé, mais il y a eu aussi toutes les 2 représentants des organisations, l'UMQ, la FQM, les membres ont réagi beaucoup à cette signature-là sans l'accord. Fait que c'était une première fois dans l'histoire du Québec ou des unions ou de la Fédération qu'il y avait un vote sur une entente de pacte fiscal. Je pense que le gouvernement, il y avait quand même un message là en disant, ben vous nous faites pas passer n'importe quoi. Parce que là, aujourd'hui, on ne veut plus du n'importe quoi. Puis, je pense que le fait de... La communication, on est à l'ère des communications. Je pense qu'il n'y a pas d'excuse à ne pas communiquer avec ces gens. Donc, je pense que le message a quand même passé. Mais je pense que c'est ça. Le pacte fiscal est adopté maintenant, alors reste à voir. On va faire avec, suivre. mais il y a quand même une ouverture qui est quand même souhaitable. Finalement. Oui, bien, il y a quand même des gains. Il ne faut pas oublier qu'il y a aussi des gains. Pas à court terme, parce que les principaux gains, là, c'est peut-être dans les 2 dernières années, 2018-2019. Mais il y a des montants conservés. Comme je disais tantôt, ce qui était important aussi dans ce pacte-là, c'était de ne pas avoir d'autres coupures. Parce qu'on aurait pu voir d'autres coupures aussi. Là. C'était de sauver les meubles, je pense. Donc, d'où l'expression compromis acceptable. Avec l'économie d'aujourd'hui, vaut mieux avoir un bon emploi. Si vous êtes à la recherche d'une carrière, l'invitation de Marlène Villeneuve est pour vous. Marlène, le 3 novembre prochain, il va y avoir une journée carrière, une belle journée pour rencontrer des gens très intéressants. Oui, oui, absolument. Donc, c'est une nouveauté cette année au Centre d'éducation des adultes, la première fois qu'on fait une organisation de cette amplitude-là. Alors, cette journée-là, ça va se dérouler pour présenter des conférenciers, des personnes qui travaillent dans différents domaines. On essaie de varier les domaines autant que possible. Donc, ça s'adresse aux élèves du Centre des adultes, mais également aussi à la population. On a décidé de l'ouvrir s'il y a des personnes qui veulent se joindre à nous, qui sont curieux sur différents métiers, des fois qu'on connaît moins. C'est le temps d'aller voir ça. Les métiers qui vont être présentés, est-ce qu'on peut le savoir? Oui, pour l'instant, j'en ai une quinzaine de confirmés, là, présentement, mais on s'attend à avoir une bonne vingtaine, là. Donc, par exemple, on va avoir une technicienne en santé animale, un inspecteur en bâtiment, on va avoir des personnes au niveau de l'administration chez Desjardins, on a un propriétaire d'un commerce,
D'autres aussi, on a au niveau de la mécanique aussi, mécanique diesel, puis des conducteurs de camions lourds aussi. Ça va être vraiment grosse journée. Oui, ça va être vraiment une grosse journée. Donc, vraiment sous la forme de conférence, un petit peu comme un colloque. Alors, les personnes vont avoir leur programmation, puis ils vont choisir les ateliers qu'ils veulent aller voir, dans le fond, durant la journée. OK, parce que ça va être un petit peu comme des stations. Oui, bien, en fait, c'est des conférences d'une durée d'1 heure. Donc, chaque classe va avoir, c'est ça, leur programmation. Puis, il est 8h45, on a le choix entre tel atelier. Fait qu'on choisit dans quelle classe on veut aller pour aller voir ça. Ah, mais c'est super. Puis pour s'inscrire, comment qu'on peut faire pour pouvoir venir voir ça? Oui, bien à ce moment-là, ça serait de contacter le secrétariat au 629-5404, idéalement quelques jours à l'avance pour qu'on puisse avoir le temps là, de s'assurer d'avoir notre monde nécessaire. Et puis tout simplement de se présenter au Centre d'éducation des adultes à l'entrée 5 de l'École Sainte-Ursule. Bonjour, mon nom est Louise Beaupré. Je suis artiste peintre, citoyenne matapédienne depuis 1985. J'offre des services en arts visuels, des projets créatifs et j'enseigne. J'enseigne le dessin et la peinture aux jeunes, aux ados, aux adultes, jusqu'aux aînés. L'éco-territoire, là, ça part du citoyen avec son environnement, mais ça part du citoyen. L'éco-territoire, c'est ce qui est d'avoir une vision responsable de ce qui nous entoure, de notre environnement, de penser aux générations qui vont venir après nous, de réfléchir aussi à ceux qui étaient là avant nous. Puis qu'est-ce qu'on peut améliorer de ce qu'on a reçu et le transformer d'une certaine façon pour les enfants qui grandissent, pour leur donner le goût d'avoir des échanges respectueux entre nous comme êtres humains. J'ai besoin, moi, du contact humain, puis je trouve que c'est génial. C'est un peu une façon de prendre soin les uns des autres. Toujours dans le monde de l'emploi, cette fois, l'appel est lancé aux jeunes entrepreneurs et travailleurs d'ici. Cette fois, la capsule de chez Tremplin Travail est réservée à Jessica Rivard. Jessica, quand on appelle ici, c'est pour te voir, c'est quel service que tu offres? En fait, moi, c'est vraiment pour l'entrepreneuriat jeunesse. C'est soit des services en prédémarrage, on a une idée de projet d'entreprise ou une idée de projet tout simplement. On doit faire certaines démarches. Moi, je vais évaluer en premier lieu le prédémarrage, donc c'est-à-dire le profil entrepreneurial, montrer un petit peu c'est quoi juste les démarches qu'il y a à faire, peut-être même l'accompagner un certain temps dans ses projets, dans son projet au démarrage. Mais sans ça aussi, c'est dans les écoles, c'est de sensibiliser les jeunes de 6 à 35 ans, de tout niveau confondu, à l'entrepreneuriat, à la relève entrepreneuriale, à tous ces défis-là. C'est aussi, en fait, on peut aussi m'appeler pour des services dans le milieu. Exemple, pour la coopérative jeunesse de services qui est en place au Lac-aux-Saumons, qui est de l'escouade CJS Desjardins. Je fais partie du comité local qui est vraiment là pour mettre en place ce beau projet-là qui revient année après année. OK, mais oui. Si on parle de chaque département, je dirais, là, pour commencer, quelqu'un appelle ici, il y a une idée d'entreprise, justement, ces critères là, pour être accepté, c'est quoi, l'âge, tout ça? Mes services sont vraiment jusqu'à 35 ans. Donc, ça peut être même un projet jeunesse d'une entreprise d'été, exemple, ou peu importe. 15 ans, il peut appeler ici. Oui, exactement. Je vais vraiment l'aider à structurer son projet. Par contre, au niveau des 18 à 35 ans, au niveau entreprise, je vais vraiment travailler plus sur le prédémarrage. Donc, commencer à préparer son profil, à donner un argumentaire, vérifier aussi s'il a bien validé, s'il a bien pensé à son affaire. Donc, vraiment valider l'idée, puis pour bien aligner aussi au niveau des autres services par la suite pour monter le plan d'affaires.
OK. Parce qu'après ça, c'est redirigé vers d'autres. Là. Exact. OK. On fonctionne toujours en référencement avec les organismes qui sont déjà en place dans le milieu. D'accord. Et puis, à l'école, c'est quoi le territoire? Est-ce que c'est polyvalente? Ça part pas du primaire, ça part du primaire? Ça part du primaire. Ah oui. Je pense que je suis le seul service ici qui offre au primaire, mais c'est encore une fois, pour donner des ateliers interactifs, tant au niveau primaire, secondaire, cégep, centre d'éducation des adultes, et CFP, bien sûr. Je les fais tous. Je couvre aussi la commission scolaire au complet, c'est-à-dire la Vallée de la Matapédia et Matane. Donc, pour les deux secteurs, j'offre les mêmes services. OK. On essaie d'être très polyvalente et on essaie de s'organiser dans l'horaire. Ouais. Puis, ça ressemble à quoi, les projets qui en ressortent de ça? Ça prend différentes formes. On a vu aussi la boutique au niveau primaire, juste un exemple. La boutique à Cossin, qui a été créée au Lac-aux-Saumons. Il y a une belle capsule vidéo. Ils ont gagné un prix justement au niveau coopératif. C'est une jeune coop. Ça peut être des projets de jeunes coop. Ça peut être des projets de cafétéria, de petits pour dîner, des endroits qui ont moins de place ou de chance de pouvoir avoir une belle cafétéria. Ils peuvent faire un aménagement puis offrir un petit service de repas simple. OK. Ça peut être très, très, très varié là, comme idée de projet. Ça y va vraiment selon l'intérêt puis le besoin ou les problématiques vécues par les milieux, les classes ou les jeunes. Puis est-ce que c'est des projets qui restent par la suite ou c'est temporaire? Je te dirais qu'il y en a qui peuvent rester. Exemple, la boutique Écossin, c'était vraiment pour vendre des produits, exemple des crayons, du matériel scolaire. Parce que de Lac-aux-Saumons à l'Amkoui, des fois, c'est un petit peu loin pour aller acheter du matériel scolaire pour les parents en soirée. Donc, c'était pour répondre à ce besoin-là. Ça fonctionne encore, cette petite boutique-là. C'est vraiment beau à voir. Ils ont innové, ils ont changé. Mais il y a d'autres projets que c'est vraiment juste structuré pour une période. Ça peut être un événement. Ça peut être juste une activité qu'ils veulent organiser, qui répond à un besoin. Puis, dans le fond, après ça, c'est terminé. OK. Puis là, qu'est-ce qui s'en vient, là? Y a-t-il des activités qui sont prévues à l'horaire? En fait, en lien avec la Semaine matapédienne de l'entrepreneuriat, le comité organisateur qui est vraiment composé de différents acteurs socio-économiques du milieu et nous-mêmes, là, au niveau du tremplin travail Carrefour Jeunesse Emploi, on travaille pour organiser le 16 novembre, parce que la Semaine matapédienne est du 15 au 21 novembre. Donc, ça, le 16 novembre, on organise un souper-échange entre des jeunes et des entrepreneurs ou des gens de métier. Fait que c'est des jeunes à partir de secondaire 5, dans le fond, on ouvre aussi au CFP, au CEMEC, pour vraiment les faire venir passer un 5 à 7 échange. Comment est-ce que ça se passe au juste dans le domaine où ce que je veux aller étudier? Ça va être vraiment interactif, avoir aussi des activités avant le repas, avant que les entrepreneurs arrivent. OK. Puis sans ça, on organise aussi des portes ouvertes en entreprise pendant cette semaine-là. Différentes portes ouvertes. C'est pas encore confirmé au niveau des entreprises qui vont participer. Par contre, ça va être sous peu sur le site Internet www.entreprendrematapédia.com. D'accord. Et pour s'inscrire, est-ce qu'on va sur ce site Internet-là aussi? En fait, au niveau des échanges, du souper-échange, exemple, c'est vraiment dans les écoles où ce que moi je passe, je fais ma tournée. Par contre, au niveau des formations pour les jeunes professionnels, ça pourrait être très intéressant. Il y a 2 belles formations qui vont avoir lieu. En fait, un en 5 à 7, plus sur les réseaux sociaux, et un autre en formule déjeuner qui va être vraiment sur comment monter un dossier d'employé. On y va vraiment pour répondre aux besoins des entreprises aussi et des entrepreneurs. Donc ça, oui, par contre, on peut s'inscrire en ligne directement sur le site Internet. D'accord. Et puis, si on veut te rejoindre pour avoir plus de détails sur tout ça. Oui, ça en fait beaucoup. En fait, on peut me rejoindre ici même. Je suis en plein travail Carrefour Jeunesse Emploi au 88 629 25 72. Il faut être persévérant lorsqu'on est entrepreneur et les propriétaires de l'eau à bois d'ici en savent quelque chose avec l'épidémie de tordeuse d'épinette. Voici divers intervenants qui sont concernés par ce fléau et qui veulent s'en sortir. Bienvenue à cette conférence de presse. Si on est ici aujourd'hui, c'est qu'on a été interpellé par nos producteurs, nos membres qui sont
très inquiets de l'épidémie de tordeuse qui nous est réapparue dans la région. Actuellement, les producteurs de la région ils ont vécu il y a plusieurs années de ça, l'épidémie de tordeuse, puis on sait que ça fait des ravages, puis que ça s'étend. Actuellement, l'épidémie de tordeuse dans le Bas-Saint-Laurent, elle est concentrée beaucoup plus dans le secteur ici de la vallée, également du côté de la Matanie. Et on sait qu'il y en a eu une vague sur la Côte-Nord et également au Saguenay-Lac-Saint-Jean actuellement. Et on est 3-4 régions actuellement qui sont affectées par ça. Et c'est sûr que devant l'inquiétude de nos producteurs, mais on se doit de réagir comme organisation pour essayer de trouver des façons de ralentir cette épidémie-là. Et nous, ce qu'on pense, c'est qu'avec des arrosages, ça va être possible de ralentir la prolifération de cette épidémie de tordeuse-là. Et ça va donner le temps à nos propriétaires, nos producteurs, de pouvoir récolter le bois d'une façon durable, de ne pas aller surexploiter leur forêt, mais de protéger la forêt qui est là actuellement. Et juste des chiffres, là, en 2015, les superficies qui ont été défoliées en forêt privée s'élèvent à 389 000 hectares par rapport à 166 000 hectares l'an passé, en 2014. Et la sévérité, ça continue de progresser. Les superficies en défoliation grave, ça a presque triplé cette année. Et quand on parle de défoliation grave, c'est toute la jeune pousse qui est pratiquement toute mangée sur les arbres. Fait que on parle d'environ 23 000 hectares qui ont subi 2 années consécutives là, de défoliation grave. Donc, c'est sûr qu'avec cette conférence de presse ici à Crozat-Piscale, c'est que c'est un secteur qui est grandement affecté et on aura l'occasion de voir des sites tantôt avec M. Didier qui sont effectivement attaqués là, sérieusement. Donc, on a décidé de se mettre en mode solution. C'est le début. On va travailler en concertation, le syndicat avec les organisations, nos conseillers forestiers, les groupements et divers partenaires pour faire des pressions pour trouver des solutions durables pour cette problématique-là. Je dirais le secteur d'ici, le rang A, rang B, rang métallique, dans les années 80, c'est des secteurs qui ont été le plus... le rang 3 du lac au saumon aussi, c'est des secteurs qui ont été les plus gravement touchés à ce moment-là. Et on dirait qu'elle est revenue comme dans son berceau qu'elle avait connu dans ces années-là. Et moi, comme producteur agricole, la forêt qui est face à mes champs, ça fait 3 ans que je la vois commencer à être atteinte. Cet été, c'était beaucoup pire. Et c'est des jeunes forêts. C'est des forêts qui ont été récoltées dans les années 80, qui ont été, les terrains étaient réaménagés et on a fait du reboisement. Il y a eu du reboisement d'épinettes, puis il y a eu de la succession aussi. On a permis aux sapins de reprendre sa place naturelle. Et présentement, la tordeuse se gave dans ces jeunes forêts-là. C'est des forêts de 20 à 30 ans. Et c'est du bois qui normalement, dans des interventions normales, il aurait dû avoir des éclaircies commerciales et non des coupes totales. Et que là, cet été, j'avais entendu parler que la coop avait effectué des arrosages de champs de céréales en hélicoptère. De là, est venue l'idée, est-ce que ce serait possible de faire pareil en forêt? J'ai parlé un peu à différents propriétaires d'ici du secteur de Crozat-Piscale qui m'ont pas dit que mon idée était farfelue. Fait que j'ai emmené l'idée au syndicat. J'en ai parlé aussi avec les gens du groupement forestier. Et finalement, la solution pourrait être très intéressante. Et on ne demande pas de l'avoir gratuitement parce que on sait que le ministère présentement a effectué des arrosages en forêt publique uniquement. Et ils ont effectué des relevés
de la défoliation en forêt privée, mais sans aucune intention d'intervenir. Si on attend que les arbres soient gris, il va être trop tard. C'est de là qu'on commence déjà cet automne à sensibiliser les propriétaires. Si eux autres cognent à notre porte pour dire « ouais, je serais intéressé », bien là, ça va nous donner des superficies. Avec nos conseillers forestiers, on va voir aussi les secteurs qui sont problématiques. Parce qu'à l'heure actuelle, il y a probablement des plantations qui vont avoir un peu de misère à passer au travers, mais qui ne seront pas nécessairement attaquées mortellement. Fait que c'est de là l'importance de commencer à planifier où on va intervenir, quelle sorte de peuplement est le plus susceptible d'être affecté pour faire de la mortalité. Donner une solution aux propriétaires autre que la coupe totale de plantations ou d'éclaircies qui ont seulement 30 ans, qui n'auront comme pas de rentabilité à être récoltées. Et on sait que c'est pas toujours en le disant que ça se fait. Et c'est pour ça qu'on commence à intervenir tout de suite. On va demander l'appui des 2 paliers de gouvernement aussi pour aider les propriétaires qui vont faire exécuter ces arrosages-là. Alors, bonjour tout le monde. Je me présente François Penneau. Je suis le directeur des ventes pour les coops dans l'Est. Notre territoire part de Saint-Fabien, aller jusqu'au bout de la péninsule gaspésienne. On a interpellé les coops parce qu'à partir de cet été, on a fait pour la première fois dans l'Est une application de fongicide dans les céréales. Dans le fond, on a arrosé 1390 acres en 2 jours pour prévenir les maladies, surtout au niveau du blé et de l'orge. Puis ça a été un succès vraiment, ça a très bien été. Ça nous a permis aussi de voir quelles sont les façons de faire pour que ça aille bien, pour apprendre là-dedans. Puis il y a beaucoup de nos membres qui sont producteurs forestiers également, qui nous avaient parlé de peut-être la possibilité de pouvoir arroser au niveau du forestier. Alors quand le syndicat nous a approchés, c'est certain qu'on avait déjà commencé une réflexion à partir dans ce sens-là. Alors c'est sûr qu'on a dit oui, on veut être partie prenante du dossier. Puis il nous reste encore beaucoup d'étapes à voir pour la faisabilité, mais c'est sûr et certain qu'on veut participer là-dedans puis qu'on veut travailler avec les producteurs forestiers. Étant membre forestier moi-même puis membre du syndicat, je suis directement interpellé par ça. Fait qu'on veut participer avec les intervenants du milieu pour que ça se réalise le plus possible. Il y a une chose aussi qu'il faut vous mentionner, c'est qu'actuellement, il se fait de l'arrosage, mais seulement qu'en forêt publique. Donc, la forêt privée est un peu oubliée. Puis vous savez aussi qu'au Bas-Saint-Laurent, la forêt privée est 50% de tout l'ensemble de la forêt. Elle est très importante et puis il y a beaucoup de nos producteurs qui en vivent de la forêt. Donc, à ce moment-ci, si on se rappelle, il n'y a pas tellement longtemps, M. Couillard nous avait dit, écoutez, produisez du bois. Nous, on s'est mis en mode production de bois. Mais si on veut continuer à en produire, donc, il faut intervenir, puis rapidement. C'est pour ça qu'on interpelle nos gouvernements pour qu'ils puissent nous aider à allonger le vécu de la forêt pour qu'on puisse l'exploiter pour les industriels et pour créer une économie régionale et locale. Bien, ça, c'est comme, j'ai un exemple, c'est une branche qui monte une branche de sapin. La pousse annuelle a été toute mangée au complet. Puis la pousse de l'année passée est mangée à 50 %. Fait que là, plus que ça va continuer, tout ce qui va sortir au bout, la tordeuse, il y a une larve de pondu dans le bourgeon. Dès que l'arbre va débourrer au printemps, il va se mettre à pousser. Elle va se mettre à manger encore la nouvelle pousse. Fait qu'à longue, au fil des années, mettons, après 4, 5, 6 ans, là, il va manquer de branches vertes après l'arbre. L'arbre est en dépérissement. Elle habite, dans le fond, l'arbre tout le temps. Là, il y a des larves qui sont pondues sur la branche. Ils vont aller passer l'hiver dans le bourgeon pour, au printemps, débourrer, se transformer en chenille, puis manger toute la pousse annuelle. Puis la seule façon d'arrêter ça, c'est d'arroser. Il y a l'arrosage, ça va arrêter naturellement un jour. Il peut y avoir une maladie d'intordeuse, il peut y avoir un gel tardif au printemps. Mais là, si on se fie à la nature, on ne le sait pas. Là, on essaye d'aider la nature. Parce qu'il y a eu des investissements faits en forêt. Il y a du bois qui n'est pas commercial, qu'il faudrait qu'il soit coupé, mais il n'y a aucune rentabilité pour le propriétaire. Fait que c'est pour ça qu'on essaie de trouver un moyen autre qu'attendre à la nature. On a parlé tantôt que la solution, ce serait peut-être d'arroser. J'aimerais savoir avec quoi vous arrosez exactement. L'arrosage au niveau des forestiers, ça se trouve être du BTK, qui est un insecticide biologique.
qui est sans dommage pour l'environnement, là, qui va attaquer juste la tordeuse, l'épinette. Ouais. Puis pourquoi vous n'avez pas procédé avant? C'est une question de revenus ou de dépenses? C'est une bonne question. Pourquoi avant? Probablement, la tordeuse n'était moins présente les années antérieures. L'arrosage par hélicoptère, dans notre cas, les coops, c'est nouveau parce qu'on a commencé cet été au niveau des producteurs agricoles. Puis maintenant, on se dirige vers les producteurs forestiers. Donc, on est à regarder, voir la faisabilité de tout ça parce que c'est quand même des grandes superficies, assez loin des points d'eau. Il y a beaucoup, c'est tout du GPS pour délimiter les zonages. Donc, il y a beaucoup de travail, de préparation pour dire que oui, on pourrait arroser au printemps. Là. Et est-ce qu'un seul arrosage peut être efficace ou il faut refaire ça année après année? C'est sûr que je ne suis pas spécialiste là, au niveau du forestier. Par contre, ce que je sais maintenant, ce que je peux vous dire, c'est que normalement, un bon arrosage va ralentir beaucoup le peuplement de la tordeuse. Ça pourrait arriver qu'il y ait besoin d'autres arrosages par la suite si le peuplement ne descend pas assez, mais c'est sûr que c'est mieux 1 que 0. Puis en arrosant maintenant, est-ce que ça peut être efficace cette année pour sauver les arbres ou encore faut attendre quelques générations? C'est au printemps qu'on arrose. Donc s'il y aurait de quoi faire, ça serait ce printemps pour pogner au bon stade de développement de l'insecte. Donc c'est ce qu'on va essayer de voir cet automne, de se faire un plan, vraiment voir si c'est applicable au printemps. Ça peut sauver les arbres qui sont affectés maintenant ou il faut attendre les autres générations? Exactement ce que le monsieur nous montrait tantôt, c'est que présentement, les arbres ne sont pas morts, sont affectés, mais la pousse est encore vivante. Donc, en baissant la population, les arbres vont pouvoir continuer à croître et à grandir. Les arbres ne sont pas morts présentement, mais il ne faut pas attendre trop tard non plus. Dans 4-5 ans, ça va être trop tard peut-être. On a beaucoup de problèmes avec épinettes, sapins. De quelle façon ça les affecte? Bien, c'est sûr que la tordeuse, elle appelle la tordeuse des bourgeons d'épinette, mais elle mange du sapin aussi. Elle mange les deux. Mais le sapin est beaucoup plus vulnérable que l'épinette. Le sapin, il y a moins de verdure dans sa branche. Il peut en avoir à peu près, on va dire 5 années de verdure, puis l'épinette peut en avoir jusqu'à 9 années. Fait que le sapin, là, au bout de 4, 5, 6 ans, là, il ne reste plus grand-chose. Fait que c'est pour ça qu'il y a plus de chances de mourir qu'un épinette. Donc, les conifères sont beaucoup affectés. Pourquoi qu'on ne reboise pas avec des feuillus? Le reboisement de feuillus, il s'en fait pas. Du feuillu, là, pour faire une forêt de feuillus, il se régénère naturellement. Puis aussi, il y a le côté économique. Dans le passé, on a coupé des peuplements, mettons, des sapinières à bouleau, qu'on a reboisé en épinettes. Pour côté monétaire, entre autres, c'était comme, on va dire, une mode. C'était pas nécessairement une mauvaise chose, mais là, l'épinette, vu qu'elle est résistante, on va même nous donner une chance. Mais dans les dernières années, dans les 5 dernières années, on travaille plus pour avoir des forêts plus mixtes. On reboise pareil, mais on travaille plus à de la régénération de trempes, de bouleau. Donc, à ce moment-là, est-ce qu'on peut dire que des épidémies comme ça pourrait arriver moins souvent? Elle va arriver pareil, parce que c'est des cycles naturels. À tous les 30 ans, la tordeuse, elle passe. Peut-être qu'elle peut faire moins de dégâts, par exemple. Pour les propriétaires que leur forêt est affectée présentement, est-ce qu'il y a une façon de rendre ça rentable quand même? Bien, pour le propriétaire qui a du bois commercial, du bois assez gros, bien, moi, je vais lui conseiller, on va le couper, ou faites-le couper. Là, il va au moins il va avoir un revenu. Mais le propriétaire qui a une jeune forêt, comme on a une en arrière ici, est affecté, il n'y a pas de bois commercial. Fait que là, lui, même, je ne peux pas lui dire d'aller couper du bois, il n'a pas de bois. Fait que là, la seule possibilité, c'est qu'il y aurait des arrosages pour sauver cette forêt-là, pour lui permettre de grossir, pour faire du bois dans le futur. Monsieur Didier, nous sommes sur votre lot ici qui est affecté par la tordeuse. Est-ce que débroussailler pourrait aider en laissant de l'espace entre les arbres pour faire en sorte que la tordeuse voyage moins entre les arbres? Pour notre expérience, non, parce que la tordeuse voyage, elle a ses fils comme une file d'araignée, puis le vent la charouille d'un arbre à l'autre pareil. Donc, il n'y a vraiment pas d'autre solution à part l'arrosage? Oui, l'arrosage serait l'outil idéal pour contrer vraiment la tordeuse. Puis, vous êtes prêt à vous regrouper avec d'autres, justement, pour pouvoir avoir accès à ça? L'idée vient du syndicat, puis je trouve que l'idée est bonne. Si on avait de l'aide du gouvernement, il y aurait peut-être moyen, ensemble, de faire des choses. Parce qu'on sait que 50 de la forêt est privée, puis 50 de la forêt est publique dans le Bas-Saint-Laurent. Ça fait qu'on a autant d'avantages, un comme l'autre, à soigner cette forêt-là, parce qu'on a des jeunes sapinières comme celle-ci qui ont poussé suite à l'épidémie de tordeuse qu'on a eue en 80.
Fait que ces arbres-là ont 20, 25 ans, 15 ans. Ça fait que ça a poussé depuis ce temps-là. Mais aujourd'hui, la tordeuse est encore dedans. Ça fait que le seul moyen, ce serait justement de protéger, parce qu'on sait que le sapin est beaucoup plus fragile à la tordeuse que l'épinette. Puis ça représente des pertes de combien là, pour vous? Mon Dieu Seigneur, pour moi, c'est à peu près peut-être un 20-25 de mes forêts qui sont en sapinière comme ça, puis qui ne sont pas en maturité du tout. À maturité, on peut toujours récolter le volume, mais dans ces âges-là, il n'y a pas de récolte à faire, ou très peu même pour certaines places. Ça fait que c'est de se reculer de 20, 25, 30 ans. Donc, c'est vraiment la solution arroser. Arroser est à peu près le seul qu'on connaît là, qui serait capable de contrer justement la tordeuse. Vous connaissez Lily et Cricri. Bientôt, Lily se baladera de bibliothèque en bibliothèque dans la vallée de la Matapédia. Nadine, ça bouge encore beaucoup cette année avec Cosmos. Et toi, tu es responsable des plus jeunes. Est-ce que tu peux me dire c'est quoi les activités? Oui, en fait, c'est pour les 0-5 ans et les familles et leurs parents. Donc, ce sont des heures du conte qui se déroulent toujours dans les bibliothèques de la Matapédia. Et ça se déroule sous divers thèmes, c'est-à-dire l'Halloween, Noël et Pâques. Okay. Donc, c'est les heures d'Halloween, bien sûr, qui s'en viennent à très grands pas et qui commencent dès cette semaine. Est-ce que ça va être un petit peu partout dans la vallée ou ça se concentre plus dans une municipalité ou une autre? Bien, en fait, on rejoint toutes les municipalités. Et d'ailleurs, ça commence à Saint-Cléophas. Saint-Noël, c'est-à-dire le 20 octobre à 10 h. Il y a le lac au saumon, le 20 octobre, toujours à 18h30. À Saint-Vianney, le 22 octobre à 18h30. Saint-Léon, le 23 octobre à 19h. Val-Briand, le 24 octobre à 11h. Il y a Saint-Damas, le 27 octobre à 18h30. Suivi de Cozapscal, le 28 octobre à 18h30. Sébec, 28 octobre à 19h. Et Amqui, le 30 octobre à 10h. À quoi que les familles doivent s'attendre? Bon, en fait, c'est une heure du conte. C'est une heure. Ça se déroule en famille, ça se fait en famille. Bien sûr, les parents et les enfants de 0 à 5 ans sont tous invités. Et la première période de l'heure, c'est une histoire qui est racontée par Lily. Lily l'abeille, que plusieurs connaissent déjà, et qui s'appelle Lily parce qu'elle adore lire et il y a toujours un livre avec elle. Donc, l'histoire est racontée, c'est une dizaine, quinzaine de minutes, et ensuite, on fait une activité pour faire bouger les enfants. Et suite à cela, il y a des activités de préécriture qui se déroulent avec un bricolage très simple pour les tout-petits à faire. Puis, ils repartent, bien sûr, avec des tracés, des labyrinthes, des coloriages, des activités, dans le fond, qui sont faciles à faire à la maison. Et tout est organisé pour pouvoir accueillir les familles? Oui, en fait, c'est Lily qui fait l'animation. Donc, oui, tout est organisé pour ça. Les jeunes apprécient beaucoup, les parents aussi. Puis, c'est une belle façon de permettre à tous les enfants d'être éveillés à la lecture et à l'écriture avant la rentrée scolaire pour que les tout-petits puissent arriver à l'école bien préparés. Puis, je veux dire, est-ce que les parents ont besoin d'amener des collations ou des choses comme ça? Ou, je sais pas, y a-t-il des endroits pour changer les tout-petits de couche? En fait, c'est seulement une heure, donc ça se passe quand même assez rapidement. Habituellement, oui, vous êtes toujours libre à apporter une collation. Mais c'est sûr que tout se déroule dans chaque bibliothèque de leur municipalité. Je m'appelle Lily et j'aime beaucoup, beaucoup lire. Regarde, j'ai toujours un livre avec moi. Puis là, cette nuit, j'ai un de mes amis, le petit lutin ABC, qui est venu ici cette nuit pour se promener. Alors, il a perdu quelques lettres de l'alphabet. Est-ce que vous voudriez les chercher avec moi? Qu'on puisse les remettre au petit lutin? Alors, on cherche dans le local, on va essayer de trouver les lettres. Oui, c'est sûr. Oui. Ah, comme? Abeille. Oui, mon ami l'abeille. Et puis là, présentement, tu fais ça toi-même, le déguisement avec la petite abeille et tout. Mais est-ce que tu as besoin de personnes pour t'aider?
Absolument. On recherche toujours des bénévoles. Le but de ce projet-là, dans le fond, c'est que chaque municipalité puisse avoir son ou sa bénévole pour réaliser les heures du compte. C'est seulement 3 fois par année. Donc, ce n'est pas vraiment une grosse charge, à raison d'1 heure pour chaque heure du compte. Donc, comme je disais tout à l'heure, c'est sous forme de thème parce que ça fonctionne très bien comme ça. On a beaucoup d'enfants, donc le thème de l'Halloween, de Noël et de Pâques, ou du printemps aussi. Donc, je recherche toujours des bénévoles. Oui, effectivement, j'aimerais, je pense, d'entre autres, aux municipalités de Saint-Léophore, Saint-Damas, Saint-Noël, Saint-Moïse, où qu'on recherche encore quelqu'un. Il y a le lac Amqui aussi, Albertville et Sainte-Florence. Et avoir aussi une deuxième bénévole pour Amqui, ça serait super intéressant parce qu'il y a beaucoup de choses qui se passent aussi aux alentours de Amqui. Est-ce que vous avez des critères pour les bénévoles, l'âge ou l'expérience? Non, absolument pas. Dans le fond, que les gens soient plus jeunes ou plus vieux, tout ce que ça prend, c'est aimer lire, avoir le goût des livres et de partager cette belle passion-là à des tout-petits de 0 à 5 ans. Donc, si la passion est là, ça va très bien se faire. Puis, juste le goût de raconter une histoire, hein, c'est pour des tout-petits. Donc, il faut que ce soit simple. C'est toujours agréable là, quand ça se fait tout simplement. Puis tout parent qui a des enfants de 0 à 5 ans peut aussi amener ses propres enfants. Et c'est drôle pour les enfants de voir leurs parents habillés en abeilles. Oui, bien sûr, s'ils veulent toujours partager leur maman. Mais en fait, si jamais ça vous intéresse, moi, c'est sûr que je suis là toute l'année. Pour regarder, parce qu'il y a une belle trousse de 48 activités qui a été réalisée par Cosmos, qu'on offre aux bénévoles, donc qui est prêtée et qui est très, très facile à utiliser. Moi, je suis là pour montrer le fonctionnement de la trousse cette année, pour réaliser les heures du compte avec le ou la bénévole et répondre aux questions. Puis, les personnes qui sont intéressées peuvent tout simplement me rejoindre. Et même participer à une heure du compte, ils vont voir à ce moment-là si ça les intéresse ou pas. Alors, pour toutes les personnes qui sont intéressées, elles appellent à quel numéro? Au 418-629-1560. Ou sinon, ça peut être par courriel aussi au napichette@csmm.qc.ca. Nadine, tu t'occupes encore des cafés-rencontres cette année. Est-ce que ça fonctionne bien? Oui, ça fonctionne bien. On en fait à Amqui. Donc, à la Maison des familles, c'est à tous les mardis matin, donc de 9h30 à 11h30. Et qu'est-ce qui se passe durant les cafés-rencontres? À quoi ça ressemble? Un café-rencontre par an, c'est un beau lieu d'échange. C'est un beau lieu pour venir avec les enfants, parce que c'est toujours pour les parents d'enfants de 0 à 5 ans. Donc, il y a une collation de fournis. Ça crée des beaux moments d'échange. On peut apprendre à connaître d'autres parents qui vivent les mêmes situations que nous. On échange aussi sur des expériences parentales. Même les enfants aussi créent des liens. C'est super de voir les enfants qui créent des liens entre eux, puis ça s'amuse. Donc, ça se passe ici à la Maison des familles. C'est un beau lieu de vie, un beau milieu de vie ici. Donc, les enfants s'amusent. C'est adapté pour ça en bas. Et il y a peu d'interventions à faire. Puis le parent peut tout simplement jaser, relaxer, tout en prenant un bon café. Il n'y a pas d'animation qui se fait, c'est vraiment juste les enfants qui s'amusent entre eux. Exactement, il n'y a pas de thème spécifique. Les mamans ou les papas viennent pour discuter, connaître d'autres personnes et tout simplement échanger. Donc, comme je dis, il n'y a pas de thème, mais des fois, ça fait du bien de sortir. Ça peut venir lourd à la maison aussi avec un bébé, famille à l'extérieur ou papa qui travaille à l'extérieur. Donc, les papas sont les bienvenus aussi. Il y en a qui viennent. Donc, c'est le fun. Ça fait des belles conversations. Des fois aussi, ça permet de créer des liens, j'imagine, entre les mamans qui peuvent s'échanger des choses à la limite. Ben oui, tout à fait. C'est ça. Donc, ça crée des beaux liens, oui. Et puis, avant, il y avait le parc des petits frileux qui existait. Est-ce qu'il y a encore des gens de ça qui s'en occupent? Bien, oui, tout à fait. C'est Lise Gobet qui s'occupe de ça. Et d'ailleurs, si vous venez au Café Rencontre par an, c'est d'ailleurs une belle occasion pour connaître le parc des petits frileux qui se déroule en même temps. Nous sommes présentement au 67 rue Lambert à Amqui, dans le parc des Petits Frileux.
où se rassemblent parents et enfants 0-5 ans entre 9h et 11h30. Ils arrivent quand ils veulent et c'est maintenant en collaboration avec le Café Rencontre de Cosmos. Lise, j'avais initié le Parc des Petits Frileux il y a 3 ans avec Chantal Parenteau et puis ça continue encore aujourd'hui. Toi, qu'est-ce que ça avait changé dans ta vie quand tu as commencé à venir ici? Mais ça m'a principalement sorti de l'isolement. Je suis arrivée il y a 3 ans, justement. J'avais fait des petites recherches, qu'est-ce qui était disponible ici dans la région pour les mamans avec de jeunes enfants. Et donc, ça m'a permis vraiment de sortir de l'isolement, de rencontrer d'autres parents, mais surtout aussi pour mes enfants, de pouvoir connaître d'autres amis de façon plus fixe qu'au parc, où est-ce que c'est quelque chose de plus aléatoire. Donc, ça nous a permis de nous faire un réseau social vraiment plus stable. Et puis, est-ce qu'il y a encore une belle fréquentation? Oui, tout à fait. On est environ, en moins, parce qu'il y a toujours du roulement aussi. Il y en a des habitués, puis il y en a qui viennent de façon aléatoire. Mais on est environ à peu près 6 par an par rencontre. Et les enfants, là, donc, ça va de 6 à 10 là, à chaque fois. Là. Donc, ordinairement, il y a une belle réponse au parc. Et puis, qu'est-ce qui se passe quand vous êtes ici? Est-ce que c'est encore des activités un peu aléatoires? Oui, c'est libre. On y va avec l'inspiration du moment. Il y a des journées où est-ce que les enfants sont un peu plus actifs, donc on y va plus avec des jeux de balles et des choses comme ça. Puis, ou sinon, ben là, on a aussi un petit peu plus de jeux éducatifs, donc où est-ce qu'on peut s'asseoir et voir un peu plus de jeux de concentration. Et puis maintenant, vous allez un peu plus dehors aussi, hein? Ça, c'est nouveau. Oui, à l'automne, là, maintenant avec la neige, on va peut-être revoir, là, tout dépendant comment est-ce que les enfants sont habillés. Mais souvent, le temps que le parc extérieur est accessible, à l'automne et au printemps, on sort pour se dégourdir, autant pour les parents que les enfants. On commence par arriver vers 9h30. Non, maintenant c'est à 9h, ça a changé pour 9h. Donc, on arrive à 9h. On arrive, on jase un petit peu, les enfants jouent à l'intérieur, on fait une collation. Et ensuite, quand les enfants et les parents sont prêts, bien, on sort pour prendre l'air. Mais il y a une belle cour aussi, on ne voit pas ça de la rue, là, mais Non. c'est vraiment bien aménagé. Effectivement, c'est clôturé, donc c'est sécuritaire. Il y a le stationnement qui est juste à côté, mais c'est vraiment sécuritaire là, maintenant. Et c'est juste en face de la porte, là, donc c'est très, très, très bien accessible et bien diversifié. Et puis, comment que ça s'organise? Qui s'en occupe principalement? Je sais qu'il y a toi. Oui. Pour le Parc des Frileux, je suis le parent responsable. Mais, comme je dis, c'est surtout des activités libres. Donc, on y va. Il n'y a pas d'animateur. Oui, exactement. Donc, s'il y a des demandes, on est toujours ouvert. Par contre, là, s'il y a des activités spéciales que les parents veulent faire, on peut toujours s'organiser pour instaurer tout ça. Mais de façon générale, c'est sur le moment, c'est libre des activités libres. Oui, je sais. Une fois, il y avait une mère qui avait décidé d'organiser la fête de sa fille ici. Tout à fait. Elle aimait bien. On était un bon groupe qui se voyait très souvent. Et on avait fait la demande ici à la Maison des familles, si par l'entremise du Parc des Frileux, si on pouvait lui organiser une petite fête. Donc, la maman avait amené un gâteau, puis on avait mis décoré un petit peu pour la fête. Donc, c'était une belle occasion. Mm-hmm. Et qu'est-ce que ça a apporté au Parc des Petits Frileux, le Café Rencontre par Cosmos? Assurément, ça nous permet d'avoir une meilleure visibilité. Il y a quelques parents qui connaissaient déjà le Cosmos qui étaient en contact avec leur page Facebook. Donc, de cette façon-là. Maintenant, avant ça, le Parc des Petits Frileux était sous forme avec une collation que chacun apportait. Puis, on partageait un petit peu là, pour faire découvrir un peu nos collations. Et maintenant, c'est le Café Rencontre qui prépare et qui amène toute la collation. Donc, des fois, pour les parents, ben, on fait juste s'habiller, puis hop, on part pour l'activité. Donc, c'est des fois un peu plus simple. Alors, on peut dire que la longue vie va continuer encore pour le Café Rencontre? Oui, tout à fait. Puis le Parc des Frileux, c'est une belle association. On est très contents. Alors, pour avoir plus d'informations, est-ce qu'il y a encore la page Facebook? Oui, toujours. On est accessible. On peut cliquer « J'aime » pour avoir à chaque semaine. Là,
je fais un petit rappel, là, OK, c'est demain que ça se passe, puis justement, s'il y avait des activités spéciales ou quoi que ce soit, là, je les mentionne tout à cet endroit-là. Puis on peut me contacter aussi pour me faire des demandes spéciales. C'est toujours un plaisir pour nous de couvrir votre actualité matapédienne. Si vous avez des nouvelles à nous communiquer, faites-le au 418-629-4503 ou visitez notre site web www.tvcmatapédia.com. Vous pouvez en profiter aussi pour écouter nos émissions qui sont sauvegardées. Sur ce, je vous souhaite la meilleure des chances au Télébingo ce dimanche à 12h30 et une excellente semaine. La télévision communautaire Vallée de la Matapédia remercie ses membres honoraires. Anne Maison. Ambulance AMS. André Allé et Fils. Auberge Beau Séjour. Auberge L'Ambassadeur. Autobus Bouchard et Filles. Caisse Desjardins. Caisse des mutualistes. Camp musical du lac Matapédia. Camp Sable Chaud. Centre d'action bénévole de la vallée de la Matapédia. Centre chrétien d'Amqui. Centre de femmes de la vallée de la Matapédia. CEMEC. Chambre de commerce de la vallée de la Matapédia. CLD. Clérobec. Clinique physiothérapie d'Amqui. Club des 50 ans et plus d'Amqui. Club des 50 ans et plus de Cozapscal. Club Coop. Club de golf Revermont. Club optimiste d'Amqui. Construction Audace. Coop forestière de la Matapédia. Service de garde L'Enfant Joue. CPE Les Petits Flots. Informatique Bar-Est assure l'entretien du parc informatique de votre TVC. Informatique Bar-Est offre un service informatique résidentiel, commercial et industriel. Si vous avez des activités ou événements à promouvoir, vous pouvez nous rejoindre soit par téléphone au 418-629-4503, soit par courriel au journaliste@tvcmatapédia.com.